faire une explication. Essayer de revenir un petit peu sur le régime de protection juridique des zones humides. On va passer toute l'étape, pourquoi faut-il préserver les zones humides, pourquoi elles sont importantes pour l'environnement, parce que je pense que tout ce week-end, on a pu comprendre pourquoi. Là, on va essayer de voir comment juridiquement, maintenant qu'on a une zone humide et qu'on sait à quel point elle est importante, comment on peut la protéger. Donc on va juste revenir au début sur la définition légale de la zone humide, et ensuite on va aborder les différents régimes de protection qui vont être divisés en deux, donc à la fois une protection par le droit de l'environnement et une protection par le droit de l'urbanisme. Parce qu'on a en droit un principe qui est le principe de l'indépendance des législations, qui fait qu'il y a deux droits qui sont distincts, donc le droit de l'environnement, avec là ce qu'on va voir la police de l'eau, et le droit de l'urbanisme, qui est le droit de l'aménagement du territoire, avec deux compétences différentes, le droit de l'environnement, le droit de l'eau, qui est une compétence de l'État, et le droit de l'urbanisme, qui est une compétence des collectivités territoriales. Donc on va essayer de voir un petit peu comment les deux peuvent s'articuler, comment ils peuvent être complémentaires. Il va y avoir quelques sigles un peu barbares au début, des fois certains parties suivantes nous permettent de répondre aux questions de la partie précédente, mais j'espère qu'à la fin ce sera un peu clair. Et on terminera avec des exemples concrets là, qui vont concerner le territoire d'Angers-Loire Métropole. Alors, la définition légale de la zone humide, c'est l'article L211-1 du Code de l'environnement, qui est un des premiers articles du livre 2 qui concerne l'eau et les milieux aquatiques. Donc c'est un article important, les zones humides sont considérées comme importantes. Et la définition, ce sont des terrains qui sont exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau, qu'elle soit douce, salée ou saumâtre, et ce de façon permanente ou temporaire. Et un deuxième critère alternatif, qui est la présence de végétation quand elle existe, qui est dominée par des plantes hygrophiles, donc qui aiment bien les milieux humides, pendant au moins une partie de l'année. Je précise que les critères sont alternatifs et non cumulatifs, parce qu'il y a eu un errement jurisprudentiel. Donc la jurisprudence, c'est les décisions des juges administratifs qui permettent d'interpréter le droit, la loi. Et donc voilà, à un moment, les critères étaient considérés comme, j'ai fait une erreur dans le PowerPoint, c'est cumulatif, ce qui réduisait du coup éventuellement la définition de la zone humide. Et maintenant, c'est bon, c'est réglé, c'est bien des critères alternatifs. À noter également que les cours d'eau, flancs d'eau et canaux ne sont pas considérés comme des zones humides au sens de cet article. C'est précisé dans la partie réglementaire du Code. Et pour essayer de mieux définir les zones humides, il y a un guide d'identification des sols pour le critère topographique, et également une liste des plantes indicatrices de zones humides spécifiques à la région pour ces caractéristiques. Et donc ensuite, une fois qu'on a ces critères, c'est un peu comment on fait pour savoir qu'on est en présence d'une zone humide. Il n'y a pas malheureusement de bouton magique qui permet de savoir quand on est en présence d'une zone humide ou pas. Donc il y a différents inventaires qui peuvent exister. Il y a une possibilité pour le préfet de délimiter les zones humides dans un arrêté, selon l'article L214-7-1, qui à ma connaissance n'a pas été mobilisé dans la région ou dans les départements. Par contre, on a une pré-localisation par les services de l'État de la région, ce qu'on appelle la DREAL. Et donc c'est une carte les zones humides potentielles, donc ça peut aider. Et ensuite, on peut avoir différents types d'identification, donc ça va être par les services de l'État instructeur et la police de l'eau, donc ce qu'on va voir ensuite. Ça peut être une identification dans les SAGE, donc les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, dont on va parler également par la suite. Par les porteurs de projets, s'il y a une construction ou un aménagement, de faire l'analyse afin de savoir s'il y a une zone humide ou pas. Et enfin, dans les documents d'urbanisme, dont aussi on va parler, avec là à noter que l'identification dans les documents d'urbanisme peut même aller au-delà de la définition légale de la zone humide qu'on vient de voir. Donc ensuite, pour les différentes protections des zones humides, donc toujours dans cet article L211-1 du Code de l'environnement, qui pose les principes en fait de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, on a dès le premier alinéa la préservation des zones humides, avec l'article suivant qui précise que cette préservation est d'intérêt général. Donc a priori, on devrait avoir une réglementation qui permet de les protéger. Sachant juste là, on va parler vraiment de la préservation, donc quand on a une zone humide existante, comment on fait pour la préserver. Je ne vais pas parler ici de toutes les opérations de restauration qui peuvent avoir lieu, qui sont un autre volet. Alors le régime de protection, c'est ce qu'on appelle les IOTA, pour installation, ouvrages, travaux et aménagements. En fait, ça va être toutes ces activités qui vont avoir un impact sur l'eau et les milieux aquatiques. Et donc le Code de l'environnement, aux articles L214-1 et suivants, instaure en fait ce qu'on appelle un mécanisme de police administrative, qui en fait, ça va imposer des obligations de procédure et de fond, notamment pour simplifier, on va dire, une procédure d'autorisation par les services de l'État.
avec voilà, notamment des règles à suivre. Donc il faut déposer un dossier qui doit à la préfecture, c'est la préfecture qui a cette compétence, et déposer un dossier avec ensuite une instruction de la demande, et la demande doit être plus ou moins validée par les services de l'État au regard de la législation existante, et il peut y avoir aussi des contrôles et des sanctions à la suite de ça. J'ai un collègue qui disait un peu de manière ironique que la destruction des zones humides n'est pas interdite, c'est la destruction des zones humides sans autorisation qui est interdite. On va essayer d'être un peu plus positif en disant que même dans cette autorisation, voilà, il y a des règles à respecter. On va voir en premier lieu quelle est la procédure à suivre et ensuite quelles sont les règles à respecter au sein de cette procédure. Et voilà, le grand principe, c'est que le projet ne peut pas être validé s'il contrevient aux intérêts mentionnés à l'article L211-1 du Code de l'environnement, donc à la préservation des zones humides. Donc les IOTA, en fait, il y a une nomenclature qui est à l'article R214-1 du Code de l'environnement. Donc c'est un grand tableau. Et à la rubrique 3.1.0, on a l'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation et le remblai de zones humides ou de marais doivent être soumis à la procédure des IOTA. Et si la zone humide est supérieure à 1 hectare, on va passer par le processus de l'autorisation. Et si la zone humide est comprise entre 1 hectare et 0,1 hectare, ça va être la procédure de déclaration. On va voir ce qu'impliquent ces deux régimes. Et je vais noter des exemples. Voilà, par IOTA, ça va être également des prélèvements en nappe, des rejets dans le milieu naturel, l'aménagement d'un lit d'un cours d'eau, etc. C'est vraiment une grande rubrique, mais parmi laquelle on retrouve la zone humide. À noter dans toutes ces rubriques, si le projet ou l'aménagement peut concerner plusieurs d'entre elles, ça va être le régime le plus strict. Donc dans notre cas, ça va être l'autorisation qui est la plus demandeuse, on va dire, qui va s'appliquer. Et je l'ai juste mentionné, on a des fois des pratiques de ce qu'on appelle de saucissonnage des projets. C'est qui a été contré par la jurisprudence puis par le Code de l'environnement. Mais en gros, l'idée, c'était un cas d'espèce. On voulait aménager, là, c'était pour un Leclerc à Pontchâteau. L'emprise du projet, c'était toute la ligne noire. Et dans les processus d'autorisation, ça avait été divisé en deux, phase 1 et phase 2. Comme ça, la phase 1, au final, on n'a pas que 0,78 hectares de zone humide. Donc on n'avait pas besoin d'autorisation, c'était qu'une déclaration. Là, le juge a dit, non, c'est pas possible. En fait, c'est un seul et même projet. Il faut analyser l'ensemble de l'impact du projet sur la zone humide. Donc vous n'avez pas le droit de dissocier comme ça en deux tranches le projet. Qu'est-ce que ça implique? Alors, au niveau de la déclaration, c'est le régime le plus souple. En fait, il faut déposer un dossier de déclaration à la préfecture. On va recevoir un récépissé de déclaration quand le dossier est complet. Il n'y a pas de procédure de participation du public. Et le préfet, l'administration, a 2 mois soit pour s'opposer au projet, soit pour imposer des prescriptions spécifiques pour protéger davantage les milieux humides. Et en cas de silence pendant ces 2 mois, ça veut dire que le projet est accepté et il peut être démarré. L'autorisation, au contraire, maintenant c'est l'autorisation environnementale unique. C'est une procédure plus lourde, avec un dépôt de dossier idem à la préfecture. C'est possible de demander avant un certificat de projet, si on n'est pas sûr exactement de ce qu'on doit présenter. L'administration peut répondre à ces questions. Et ensuite, il va y avoir une réelle instruction par les services de l'État, une enquête publique. Donc ça veut dire que le dossier va être soumis à la participation du public, le dossier va être consultable, on va pouvoir donner son avis sur le projet. Et ensuite, il va y avoir un arrêté préfectoral d'autorisation, donc qui va dire voilà, le projet est possible sous telle et telle condition, vous devez respecter telle et telle chose. Dans les deux cas, à noter, le recours contentieux est possible dans un délai de 4 mois. Et concernant le dossier qui doit être soumis à la préfecture, en fonction du régime, pareil, on va demander un dossier plus ou moins précis, plus ou moins rempli. Déclaration, on parle de document d'incidence. Pour l'autorisation, ça va être une étude d'incidence environnementale. Et pour certains gros projets d'autorisation, pour les zones humides, ça va être par exemple les travaux hydrauliques agricoles, on parle d'études d'impact. Et selon ces 3 documents, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qui est demandé, je pense que le PowerPoint pourrait être envoyé ou disponible, mais voilà. C'est un dossier plus ou moins gros, plus ou moins précis, où le porteur de projet va devoir expliquer pourquoi il a choisi ce site, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres raisons, d'autres alternatives qui impactaient moins les zones humides, par exemple, quelles sont les incidences du projet sur la ressource en eau, si on est dans un site Natura 2000, idem. Et donc voilà, c'est un dossier plus ou moins gros en fonction de l'impact du projet. Et si ces choses-là ne sont pas faites, il y a des sanctions. Si les prescriptions qui étaient fixées par l'État ne sont pas respectées, on a un arrêté de mise en demeure et la préfecture peut prendre également des mesures protectrices pour l'environnement.
Et si cet arrêté de mise en demeure n'est pas respecté, on aura des sanctions administratives. De la même façon, si la personne n'a pas fait de demande de déclaration ni de demande d'autorisation, pareil, arrêté de mise en demeure avec la possibilité de régulariser la situation dans un délai de 1 an. Et la préfecture peut également suspendre l'activité pendant ce laps de temps. Et s'il n'y a pas de... Pareil, si l'arrêté de mise en demeure n'est pas respecté, là, dans ce cas-là, ce sera fermeture, cessation et remise en état. À ces sanctions administratives, donc, qui sont prises par la préfecture, l'administration, il peut y avoir des sanctions pénales, voilà, prison et amende en fonction des cas. Donc ça peut être très varié, de 2 ans à 100 000 € ou alors de 1 500 € en fonction de la gravité de l'infraction. Et donc, on a vu dans tous ces cas qu'il y avait donc une instruction par les services de l'État, plus ou moins importante en fonction de la déclaration ou de l'autorisation. Donc, qu'est-ce que va contrôler l'administration dans ce cas? La première chose qui va s'appliquer quand on est en présence d'un projet qui va impacter une zone humide, c'est ce qu'on appelle la séquence ERC, pour éviter, réduire, compenser. C'est un des grands principes du Code de l'environnement. En fait, c'est vraiment un ordre de priorité à respecter. Donc tout d'abord, on doit éviter de détruire la zone humide. Si ce n'est pas possible, à défaut, on doit réduire la portée. Par exemple, j'ai un projet qui impacte, je ne sais pas, 2 hectares de zone humide. Je le modifie pour n'en impacter plus qu'un. Comme ça, l'autre hectare est laissé tranquille. Et si vraiment tout ça, ce n'est pas possible, il nous reste 1 hectare de zone humide impacté par le projet. Dans ce cas-là, il faut compenser les attentes. C'est-à-dire que, en gros, recréer une zone humide ailleurs. On va voir un petit peu après ce que ça peut impacter. Mais c'est vraiment quelque chose d'important à avoir en tête, donc du coup, pour éviter le plus possible d'atteindre les zones humides. On a également 2 documents qui vont s'appliquer dans le droit de l'eau, c'est les SDAG, le SDAG, en ce qui nous concerne celui de la Loire-Bretagne, et les SAGE. Donc le SDAG, c'est le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui s'applique donc sur tout le bassin de la Loire-Bretagne, qui a pour objectif ce qu'on appelle l'atteinte du bon état des masses d'eau en 2027 ou plus tard. Une zone humide ne va pas être considérée comme une masse d'eau au sens de la directive cadre européenne, mais en fait leur préservation va permettre d'atteindre le bon état des masses d'eau. Pour tous les rôles qu'elles peuvent remplir, ça va permettre de réduire les pollutions, d'améliorer la gestion quantitative, etc. Donc il y a une disposition dans ce document, un chapitre, le chapitre 8, qui va concerner la gestion des zones humides. À noter que du coup ce document en fait donne des grandes orientations pour toutes les politiques de l'eau sur le bassin. Et à cette échelle, il a un rapport de compatibilité. C'est un rapport juridique qui est un peu plus souple que ce qu'on appelle la conformité. Là, vraiment, voilà, le document dit A, il faut faire A. Là, si le document dit A, on va dire on peut faire A plus ou A moins. Pour parler comme ça permet un peu plus de souplesse dans l'interprétation. Mais en tout cas, le SDAG, donc là j'ai pris le projet de SDAG 2022-2027 parce qu'il va être adopté, le prochain cycle de ce document va être adopté très très bientôt. Dans le chapitre 8, voilà, une des règles qui a été dictée, c'est quand on a des mesures compensatoires, du fait de la mesure éviter, réduire, compenser qu'on avait précédemment, quand ça concerne les zones humides, il va falloir que ça prévoit la recréation ou la restauration, avec ces 3 critères, qu'elles soient équivalentes sur le plan fonctionnel, équivalentes sur le plan de la qualité de la biodiversité, et exactement dans le même bassin versant de la masse d'eau. Si tout ça, ce n'est pas possible, à défaut de la capacité de réunir ces 3 critères à la fois, la compensation devra alors se faire au moins à 200% de la surface de zone humide impactée, sur le même bassin versant ou sur un bassin versant d'une masse d'eau à proximité. Donc toujours, voilà, on imagine le service instructeur de l'État qui reçoit cette demande de projet qui impacte une zone humide, va devoir vérifier que ces mesures compensatoires soient appliquées de cette façon. Et il y a une deuxième chose à noter dans le chapitre 8, c'est en gros sa disposition 8A3 qui parle des zones humides, on va les appeler zones humides prioritaires, elles ont 2 appellations, donc soit les ZHIEP, soit les ZSGE, pardon. Les premières sont définies par le préfet et les secondes par le SAGE. Elles peuvent être préservées de toute destruction. Même pas de mesure ERC qui s'applique, dans tous les cas, elles ne doivent pas être détruites, sauf quelques exceptions que j'ai listées ici. Donc si le projet bénéficie d'une déclaration d'utilité publique, s'il ne compromet pas, avec la preuve qu'il ne compromet pas l'état du bon état des masses d'eau, etc. Voilà. Il y a plusieurs exceptions qu'on retrouve. Donc c'est des zones, on va dire, du fait de leur caractère prioritaire, qui doivent être encore plus préservées que les autres. Et donc je disais, on a le SDAG, surtout le bassin de la Bretagne, et on a aussi les SAGE, qui sont, on va dire, une déclinaison des SDAG à une échelle plus restreinte, à l'échelle des sous-bassins.
Donc là, il y a la carte pour le Maine-et-Loire. Donc on voit qu'on a quand même une partie du territoire qui n'est pas concernée par ce document. Mais pareil, il va donner des orientations pour la politique de l'eau, donc il va lui aussi s'appliquer dans le cadre de l'instruction des IOTA, avec une spécificité. Lui, il se divise en deux parties, donc le PAGD, plan d'aménagement et de gestion durable, qui s'applique avec le même rapport de compatibilité dont je parlais, et le règlement, qui lui s'applique dans un rapport de conformité, qui est donc plus strict et plus intéressant. Et ce document ont des possibilités qui sont listées dans le Code de l'environnement. Au niveau du PAGD, ils peuvent identifier les zones humides prioritaires, donc c'est les ZSGE dont je parlais tout à l'heure, cartographier les zones humides, qui est également intéressant, on parlait des inventaires tout à l'heure, c'est lui qui peut faire ça, et définir des grands principes et orientations de gestion. Ensuite, dans le règlement, là, il y a deux dispositions spécifiques dont le règlement peut se saisir. Il peut édicter des règles particulières pour les IOTA, donc ce qu'on a le droit, et également des règles nécessaires au maintien et à la restauration des zones humides prioritaires qui ont été définies plus haut. Donc il y a un intérêt juridique important en fait que les règles pour les zones humides soient contenues dans le règlement, parce que c'est vraiment la partie du document qui a le plus de force juridique. Donc une fois que c'est inscrit dans cet endroit-là, on peut davantage les protéger. La difficulté, c'est qu'on a plusieurs sages, comme on a vu, et chacun dépend, on va dire, de la politique locale qui a été appliquée. Donc là, j'ai pris deux sages qui concernent le Maine-et-Loire, donc on a celui de la Mayenne et celui de la Sarthe-Aval, et on voit qu'il y a vraiment deux différences en fonction de comment la politique, comment l'élaboration du document a été menée. Donc pour Sage Mayenne, par exemple, dans le règlement, on n'a aucun article qui parle des zones humides. Elles sont mentionnées dans le PAGD, donc la partie moins stricte du document, en demandant voilà, une analyse approfondie du volet eau et milieu aquatique dans les documents d'études d'impact, ce qui en soit pas non plus fou. Par contre, si on regarde au contraire le sage Sarthe-Aval, bah lui, voilà, il a un article, l'article 2 de son règlement interdit la destruction de zones humides à partir du moment où elles sont soumises au seuil des IOTA, avec néanmoins des exceptions qui sont listées ici, voilà, extension des bâtiments d'activité économique, réserve de substitution, etc. Mais au moins, il y a une règle qui impose, qui interdit la destruction. Donc, on a vu tout ça, donc ce qui va s'appliquer au niveau de l'instruction pour les IOTA au niveau de la préfecture. Il y a d'autres régimes de protection qui sont également des régimes de ce qu'on appelle police administrative, qui peuvent concerner les zones humides, donc j'en ai listé quelques-uns ici, qui peuvent être du coup intéressants si on est face à un cas de destruction de zone humide, quels sont les régimes à mobiliser, qu'est-ce que l'aménageur devait mettre en place. Si on est en site Natura 2000, ce qui est le cas pour les basses vallées angevines, il y a besoin de faire une évaluation des incidences en fait, du projet sur les espèces et habitats qui sont concernés sur le site Natura 2000. Et dans cette étude d'incidence, en fait, le projet va pouvoir être autorisé seulement sous certaines conditions, qui sont différentes de celles des IOTA. Il ne faut pas qu'il existe d'autres solutions possibles, et il faut qu'il soit justifié pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. C'est une notion importante. Et qu'enfin, des mesures compensatoires soient mises en œuvre. Il faut les trois conditions. Et il peut y avoir différentes interprétations des raisons impératives d'intérêt public majeur. Parce que normalement, c'est quand même pour des projets du coup assez importants, et on se retrouve des fois avec des projets, création de 100 emplois, on essaye de faire passer ça pour un projet d'intérêt public majeur, donc ça peut ouvrir, on va dire, à l'interprétation. Il y a une jurisprudence qui s'exprime sur qu'est-ce qu'on peut entendre par des raisons impératives d'intérêt public majeur, qui justifierait donc qu'on détruise une zone Natura 2000 qui peut concerner une zone humide. Donc il y a ce régime à regarder quand sur le territoire on est dans un site Natura 2000. Les habitats d'espèces protégées également. Quand l'espèce est protégée, son habitat peut l'être également. Et dans ce cas-là, il faut une demande de dérogation également pour y porter atteinte, qui doit là aussi respecter plusieurs conditions cumulatives. De la même façon, il ne faut pas qu'il y ait de solution alternative. Il faut que l'opération ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations d'espèces concernées. Et après, ça doit répondre à plusieurs objectifs. Donc on retrouve les raisons impératives d'intérêt public majeur. Et il y a d'autres objectifs. Ceux qui étaient présents à la sortie d'hier soir, on a touché des tritons protégés, et donc il fallait un CERFA pour pouvoir les perturber. Et donc là, ça va être la même chose. S'il y a une espèce protégée sur la zone humide qui est impactée, eh ben, il faut passer par cette dérogation, et s'il n'y a pas de dérogation, ça ne peut pas être autorisé. Et une dernière protection, c'est les arrêtés de protection du biotope. C'est spécificité, le préfet de département, sur un espace qu'il va juger particulièrement important, va pouvoir faire un arrêté, et dans cet arrêté, il va édicter des règles spécifiques à la protection du biotope concerné. Donc on pourrait imaginer d'avoir ce genre d'arrêté sur une zone humide importante.
Et dans ce cas-là, pareil, si on est face à un projet conteste, enfin l'impact, ça peut être intéressant de regarder. Et comme on parle des basses vallées angevines ce week-end, il y a deux termes dont on a pu entendre parler, c'est la Convention Ramsar et les espèces naturelles sensibles du département, qui concernent les basses vallées angevines. Après, d'un point de vue juridique, il n'y a pas non plus d'énorme intérêt derrière ces régimes-là. La Convention Ramsar, elle reconnaît le caractère exceptionnel de la zone humide. Donc, si il y a une zone humide Ramsar, il n'y a aucun régime de protection, donc ça fait moyen. Et espace naturel sensible, c'est important en cas où il n'y a pas de document d'urbanisme. Là, dans ce cas-là, il peut y avoir des règles d'interdiction de construction et de certains travaux. Mais on va voir qu'on a des documents d'urbanisme qui s'appliquent également sur les zones humides. Donc, c'est la deuxième partie, si je ne me trompe pas. Ouais. La deuxième partie du coup de la protection. Donc là, on a vu tout ce qui est droit de l'eau, droit de l'environnement. Maintenant, c'est le droit de l'urbanisme. On va dire grosso modo, ça va être un peu les mêmes schémas qu'on a vus, avec des documents qui s'imposent un peu supérieurs d'orientation, qui s'imposent dans un rapport de compatibilité, et après des documents plus stricts, qui vont s'impliquer dans un rapport de conformité avec une autorisation qui doit être demandée. C'est juste que ce n'est pas les mêmes documents, ce n'est pas le même droit, et ce n'est pas les mêmes autorités compétentes. Là, on a ce qu'on appelle un SCOT, donc un schéma de cohérence territoriale, qui s'applique sur une échelle assez vaste. Et ensuite, on a le PLU, qui maintenant sont le PLUI, pour les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Et ces documents vont s'appliquer quand il y a une opération qui va concerner l'aménagement du territoire. Donc ça peut être un permis de construire, une déclaration préalable, un permis d'aménagement, etc. Qui doivent donc être déposés auprès des collectivités compétentes qui rédigent les documents d'orientation et qui ensuite doivent s'assurer de leur respect. Ces documents du coup d'orientation, les documents d'urbanisme, le code de l'urbanisme fixe dans les objectifs la protection des milieux naturels des paysages, la préservation de la qualité de l'eau, les ressources naturelles, la biodiversité. Donc en gros, on peut déduire qu'il y a une obligation de protection générale des zones humides dans les documents d'urbanisme. Et les SCOT et les PLUI. Ces deux documents doivent être soumis à évaluation environnementale, donc en fonction des choix qu'ils font, ils vont devoir eux aussi justifier quel sera leur impact, notamment l'impact de leurs décisions sur l'environnement et donc sur les zones humides. Eux aussi doivent appliquer la démarche éviter, réduire, compenser, donc en fonction des zones qui vont ouvrir à l'urbanisation ou pas. Parce que c'est vraiment ça un document d'urbanisme, en fait, ça va cadrer tout le territoire, définir des zones et donner des règles applicables à ces zones. On a les zones naturelles qui doivent être préservées par exemple d'aménagement, les zones urbaines qui peuvent être justement urbanisées, etc. Et ces documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les documents de planification de la gestion de l'eau. Et c'est là où le lien se fait entre les deux législations. Donc le SCOT doit être compatible avec le SDAGE et le SAGE dont on parlait tout à l'heure. Et le PLUI doit être compatible, lui, au SCOT. Donc quelque part, on peut retrouver la protection des humides qui était dans les documents de la gestion de l'eau au sein des documents d'urbanisme. Et il y a notamment des règles dans le chapitre 8 là, du SDAGE, il y a également des règles qui s'appliquent aux documents d'urbanisme. Donc voilà, le SDAGE demande au SCOT de rappeler les objectifs de préservation et de gestion des zones humides, et qui doivent être ensuite déclinés dans le PLU. Et le PLU doit réaliser un inventaire de zones humides et ensuite incorporer dans ces documents graphiques des zonages qui vont être protecteurs. Avec une petite subtilité, c'est que le SDAGE va s'appliquer que au SCOT, qui est ce qu'on appelle un SCOT intégrateur qui fait barrière entre le SDAGE et le PLU. Donc c'est pour ça que c'est un peu la formulation est un peu modulée, on va dire, pour que ce soit le SCOT qui ensuite impose ses règles au PLU. Mais en gros, l'idée est comme ça. Et dans les SAGE également, de la même façon, on va retrouver là aussi des prescriptions, des orientations qui vont s'appliquer aux documents d'urbanisme. Si on reprend les deux SAGE de tout à l'heure, le premier fait un guide d'identification, donc lui il a appelé des zones humides fonctionnelles. Il a considéré que il allait définir des zones humides fonctionnelles qui prennent les deux critères dont je parlais tout à l'heure, celui de la caractéristique du sol et la présence de végétation. Donc lui il a considéré que là les critères devaient être cumulatifs pour ces zones humides fonctionnelles. Et dans son PAGD, donc il demande à ce que ce qui ne peut pas s'inscrire dans le règlement, ça ne rentre pas dans les règles possibles dans le règlement, ça doit être uniquement dans le PAGD, que les documents d'urbanisme protègent les zones humides et les retirent des zones ouvertes, notamment dans les zones ouvertes à l'urbanisation. Et sur le SAGE Sarthe-Aval, eux, ils ont créé pareil un guide pour accompagner les documents d'urbanisme qui font leurs inventaires de zones humides et leur demandent de la même façon
d'intégrer les zones humides dans leurs documents graphiques et de les protéger par des règles dans le règlement. Donc, en fait, à chaque fois, il faut regarder sur le territoire où est-ce qu'on s'applique, quel est le stage qui s'applique, le stage qui s'applique, et essayer de voir toutes les règles qui peuvent s'appliquer. Et donc, ce que je disais, voilà, une fois que les zones humides ont bien été reconnues dans les documents d'urbanisme, il faut qu'elles aient une législation protectrice dans les règles d'urbanisme. Il peut y avoir, grosso modo, 3 grands régimes de protection, donc le zonage N, qui est une zone naturelle, où là, ça va surtout pour des grandes zones, il y a un principe d'inconstructibilité. Donc là, s'il n'y a pas de bâtiment qui peut être construit, la zone humide devrait être protégée. Et ça marche surtout pour des grandes zones, et dans l'idéal, il pourrait y avoir un zonage N, on pourrait l'appeler ZH ensuite, c'est-à-dire un zonage indicé, que les zones humides soient vraiment identifiées comme telles et qu'elles aient leurs propres règles. Que ce ne soit pas uniquement la règle qui s'applique à toutes les zones naturelles qui peuvent être autres que des zones humides. Et voilà, spécifiquement, quand on est en présence de zones humides, on a ce zonage avec une réglementation protectrice. Un autre élément, ça peut être de les considérer comme des éléments du paysage à protéger. Donc pareil, sur les documents graphiques, les zones humides vont être identifiées d'une certaine façon, et il va y avoir des règles spécifiques qui vont leur être applicables. Et ça peut marcher plus pour des zones qui vont être plus petites et pas des grandes étendues de zones humides. Et enfin, le dernier point, c'est l'espace de continuité écologique. Et là, c'est quand on va reparler d'un autre sigle, d'un nouveau document, c'est le SRADET. Ce document peut identifier ce qu'on appelle la trame verte et bleue. Et quand la zone humide est inscrite dans cette trame bleue, ça peut être cette protection spécifique qui s'applique. Et dans le même cas, comme on a vu tout à l'heure pour les IOTA, si on ne respecte pas, ça peut être soit dans le document, si on demande un permis de construire et qu'on ne respecte pas les règles du document d'urbanisme qui protège les zones humides, même au-delà, pour toute opération, en fait, même si elle ne doit pas être soumise soit à une déclaration préalable, soit à un permis de construire, toute opération doit respecter les règles d'urbanisme. Et donc, quand ce n'est pas le cas, pareil, on se retrouve avec des sanctions possibles. Donc voilà, le montant est calculé en fonction soit de la surface en jeu, soit d'un maximum, mais en gros, de 1 200 à 300 000 € d'amende en fonction des cas, en théorie. Donc celui-là, c'était très clair avec tous ces différents documents, donc j'ai essayé de le faire un petit peu en résumé, pour revoir un petit peu tout ce qu'on a vu. Donc voilà, d'un côté, on a le droit de l'urbanisme, de l'autre, on a le droit de l'environnement. Là, ici, on a notre opération qui impacte une zone humide, et voilà toutes les différentes règles qui peuvent s'appliquer. Avec la protection des auteurs, Natura 2000, habitat d'espèces protégées, qui sont à part. Et ensuite, ça va être la police des IOTA en fonction de la taille, déclaration, autorisation. Et dans la police des IOTA, différentes règles qui vont s'appliquer, la séquence éviter, réduire, compenser, et les documents du droit de l'eau, le SAGE de planification du droit de l'eau, d'orientation, les SAGE et les SDAGE, avec leurs différents rapports, compatibilité ou conformité. Et de l'autre côté, là, on a permis de construire, permis d'aménager, déclaration préalable, tout simplement respect des règles d'urbanisme. On a le PLJ et le SCOT, avec les relations spécifiques entre les documents d'orientation, du droit de l'urbanisme et sous le droit de l'environnement. J'espère que ça permet de voir un peu plus clair. Et je termine juste du coup avec deux cas voilà, qui ont eu lieu sur Angers. Ceux que j'ai vus sur le stand, on a peut-être déjà abordé la question. Mais voilà, on a eu la révision donc, du PLUI d'Angers-Loire Métropole récemment. Et à l'origine, il y avait donc 54 hectares de zone humide qui étaient ouvertes à l'urbanisation. Donc c'est ce qu'on appelle le zonage AU. Donc, ouverte à l'urbanisation, potentiellement un projet qui va pouvoir s'implanter et impacter la zone humide. Et il y a eu des mobilisations associatives, donc voilà, avec des lettres aux élus, des manifestations, participation à l'enquête publique, etc. Qui a fait qu'au final, voilà, le PLU a été modifié. Et donc 35 hectares de zone humide ont été sortis de ce zonage qui n'était pas protecteur et donc qui doivent être épargnés. Donc ça, c'était l'exemple concret positif. Malheureusement, donc voilà, ça c'est pour vous montrer un petit peu à quoi peut ressembler un PLU. Donc on voit les différentes zonages, zones humides, tout ça, les zones en bleu, comme on le voit ici, et les zones A, naturelles, etc. Ça fait un gros document graphique avec les règles qui s'appliquent. Et donc, à cet endroit-là, on avait les zones humides qui sont donc en AU ouvert à l'urbanisation. Et le porteur de projet avait déposé un permis de construire et une déclaration d'OTA. En
disant voilà, il y avait différentes zones humides concernées sur la parcelle, et il précisait lesquelles allaient être épargnées, lesquelles allaient être compensées, et donc il y avait des zones humides qui devaient être conservées. Et malheureusement, les travaux ont commencé et ils ont comblé la zone humide pour faire passer les engins de chantier. Donc, malgré toutes les précautions qui avaient pu être prises au préalable, on a quand même, malgré tout, des cas qui font que les zones humides sont des fois encore impactées. Et malheureusement, il faut être un peu vigilant et essayer de suivre l'application de tout ça. Je sais pas sur quelle surface de zone humide. C'est pas là les hectares. C'est une zone où il y a des possibilités qu'il y ait juste une déclaration ou il fallait qu'il y ait une autorisation? Il y a eu une déclaration notable, plus permis de construire. Et en fait, dans la déclaration, ils avaient précisé qu'ils préserveraient cette zone humide, qu'elle n'allait pas être impactée. Et ils considéraient que juste la boucher pour faire les travaux et après on retire, ça ne serait pas impactant pour la zone humide. Ah ouais. Voilà. Et je crois qu'il y a une qui devait être conservée qui doit faire 2000 m², et l'autre devait faire 1500, ça devait faire 3500 m² de volume. D'autres questions? Oui. Pour la séquence versée, les compensations, est-ce que il n'y a pas une spécificité de la date à laquelle elles doivent être faites par rapport aux travaux? Souvent, en fait, les compensations, elles se font après. Le truc, c'est que si c'est pour offrir aux populations, donc on détruit l'habitat, un habitat substitution, ça ne sert à rien de leur fournir alors qu'elles sont déjà parties. Oui. Oui, il n'y a pas d'obligation de faire la compensation avant de réaliser. Il y a des guides de la compensation qui existent que je ne maîtrise pas à 100%. Mais non, dans le code, en tout cas, il n'y a pas d'obligation à ce que la compensation soit faite au préalable, malheureusement. Est-ce que pour les inventaires de volume, que ce soit dans les zones urbaines, je me pose des zones urbaines sur le code d'urbanisme, ou dans le cadre du droit de l'environnement, les zones humides en zone naturelle, telles qu'on fait un inventaire, tel que l'agglomération fait un inventaire aujourd'hui de ces zones humides sur tout le territoire. Est-ce qu'il y a des exigences en termes de méthodologie de cet inventaire et notamment par exemple en termes de densité de points de prélèvement pour les études pédologiques, donc prélèvement à la carrière pour voir si le sol est humide ou pas. Donc est-ce qu'il y a des normes ou est-ce qu'il n'y a rien et puis c'est en fonction de la collectivité que ça se fait? Après, il y aura peut-être des personnes dans la salle qui ont déjà fait des inventaires qui sont mieux que moi, mais il n'y a pas de... Juridiquement, il n'y a pas d'obligation. Après, il y a des guides pour orienter la réalisation de ces inventaires. Peut-être que dans ces guides, ils précisent les... Mais après, juridiquement, si un inventaire ne respecte pas ce guide, je ne pense pas qu'il y ait de possibilité de recours contentieux, par exemple, contre un inventaire. D'un point de vue purement juridique, c'est vraiment une approche purement juridique qui ne prend pas en compte tout ce qui est après politique, influence, etc. Mais d'un point de vue purement juridique, ça ne pourrait pas être contesté, en tout cas, je ne pense pas. Pour revenir par rapport aux compensations, est-ce qu'une compensation, est-ce que c'est uniquement une surface qu'on remet à disposition ou est-ce qu'il y a des contraintes supplémentaires sur l'aspect humide ou C'est un peu ce qu'essaye d'imposer le SDAGE quand il met des règles là, pour la compensation. Il faudrait qu'elles soient équivalentes. Donc si on a une zone humide qui dispose de telle ou telle caractéristiques, il faudrait que dans la compensation, on retrouve les mêmes caractéristiques que cette zone humide détruite. Les mêmes fonctionnalités. Même fonctionnalité, c'est ça. Normalement. Avec des fois, on a aussi la difficulté, et là il y a une cartographie qui a été lancée, ça c'est par l'Adréal, d'essayer de savoir en fait où sont ces mesures de compensation, parce que si, imaginons, quelqu'un fait une mesure de compensation, recrée une zone humide, et au final, il y a un projet d'aménagement, je ne sais pas, 10 ans plus tard, sur la zone humide qui était en fait une mesure de compensation,
bah, ça ne fonctionne pas. Enfin, il faut garder la trace en fait de où ont lieu ces mesures de compensation, parce que sinon on peut se retrouver dans des cas un peu voilà, illogiques. Effectivement. J'ai une question, on voit déjà que dans le français, l'implémentation est très différente déjà d'une restauration de région à l'autre. Est-ce qu'il y a un cadre aussi européen qui impose certaines choses est-ce que aussi certaines mesures sont des mesures que nous sont juste spécifiques en France, ou est-ce qu'il y en a aussi d'autres pays à côté qui ont des mesures de... Alors, spécifiquement pour les zones humides, il n'y a pas de directive zone humide par exemple, mais on va retrouver, voilà, Natura 2000, c'est une disposition européenne. Après, je parlais rapidement là, de la directive cadre sur l'eau. Elle, pareil, c'est une disposition à l'échelle européenne qui ne concerne pas la zone humide comme une masse d'eau, mais du fait voilà, des objectifs d'atteinte du bon état qui est imposé par la directive cadre sur l'eau. On peut y relier, mais il n'y a pas de directive spécifique zone humide au niveau européen. Concernant le SDAG, en fait, celui qui nous concerne, c'est Bretagne-Loire, donc ça regroupe plusieurs régions politiques. Qui a la compétence du SDAG en fait, le SDAG, il est élaboré par ce qu'on appelle le comité de bassin. C'est en fait un parlement de l'eau, on peut l'appeler ça, qui réunit 190 membres. Il va y avoir des représentants des élus, des représentants des services de l'État et des représentants des usagers. Et parmi les usagers, on retrouve agriculteurs, industriels, pêcheurs et associations de protection de l'environnement. Donc on a des représentants au comité de bassin. Et donc tout ce petit monde se chamaille sur l'élaboration du document, qui au final est porté par ce qu'on appelle le préfet coordinateur de bassin. Et là, c'est la préfète du Loiret, si c'est pas possible, qui a la compétence de... Voilà, il y a un préfet coordinateur qui va au final après approuver le document, une fois que toutes ces personnes